Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion, et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour vous parler du starter set de Soulbound, un jeu sorti chez Cubicle 7 il y a déjà quelques années de cela. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Soulbound? Eh bien, c'est un jeu de rôle donc, de chez Cubicle 7 qui est tiré du jeu de figurines Age of Sigmar sorti chez Games Workshop, qui est un espèce de... c'est le futur de Warhammer Fantasy si vous préférez. C'est assez compliqué, je ne suis absolument pas joueur de figurines Age of Sigmar et tout. Je dirais que même en ce moment, je ne suis pas du tout joueur de figurines parce que j'ai pas le temps. Donc le lore de Age of Sigmar, je ne le connais pas. Tout ce que je connais de cette gamme, c'est via ce starter pour le moment. Donc déjà un petit préambule, cette vidéo va être un petit peu différente de d'habitude, puisque pour la maquette, etc., on fera une sorte de déballon. Comme ça vient en boîte, c'est un format boîte, et bien je vous ouvrirai la boîte et puis je vous montrerai ce qu'il y a dedans, puis je dirai ce que j'ai à dire dessus, parce qu'il y a beaucoup d'éléments visuels, donc je préfère que vous les voyez en même temps que j'en parle. Déjà, comment est-ce que j'en suis venu à découvrir ce jeu? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est là, Soulbound. Moi, personnellement, je l'ai découvert via une partie organisée lors du Free RPG Day. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet événement, en gros, tous les ans, les éditeurs sortent des scénarios spéciaux, des petits quick start, etc., les envoient au Free RPG Day. Généralement, c'est en Amérique du Nord. Je crois qu'en France, ça commence à arriver, en Europe du moins. Mais nous, ici au Canada, c'est bien implanté, et aux États-Unis aussi. Et donc, les boutiques commandent des packs au Free RPG Day. Et reçoivent tout un tas donc, de quick start, de goodies, des dés, des choses comme ça. Et puis ensuite, ils les mettent à disposition dans la boutique. Donc c'est une journée généralement où les gens viennent en boutique pour venir acheter et repartir en plus avec des goodies et autres. Et aussi, certaines boutiques organisent des parties de démonstration de tout un tas de jeux. Et si vous êtes MJ, bah, vous dites à la boutique, bah, moi j'aimerais bien participer cette année. Ils vous installent une table, etc. Ils vous trouvent des joueurs et puis vous venez, vous masterisez votre partie. Et puis après, bah, si ça dépend des boutiques, je pense. Mais moi, par exemple, je le fais via le Détour Ludique à Québec. Et quand je repars, eh bien, j'ai le droit à un exemplaire de chaque chose qui a été envoyée du Free RPG Day, même si j'achète pas de jeu à côté. Ce qui n'arrive jamais. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Soulbound, parce que la première année que j'étais au Québec pour le Free RPG Day, je n'étais pas MJ, j'étais joueur. Et eh bien, j'ai joué à Soulbound, c'était ma première table de la journée. Et la personne nous a fait jouer le starter set. Alors, on a eu une partie très très accélérée. Il faut bien se rendre compte que c'est des parties qui durent 2-3 heures, ce qui fait qu'il a vraiment fallu qu'on carbure. Au début c'était un peu calme, mais après le MJ a commencé à regarder l'horloge en disant là va falloir accélérer, puis on a fini le scénario un peu à la course. C'était un petit peu compliqué, mais j'ai quand même pris plaisir, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en fait à cette table, à jouer. Après j'ai eu la chance aussi, on en reparlera, mais j'ai eu la chance d'avoir un MJ qui connaissait pas mal le lore de Age of Sigmar, et donc il nous a expliqué pas mal de choses. Et depuis ce temps-là, eh bien, je me suis toujours dit, ah, est-ce que je regarde un petit peu Soulbound, machin. Et j'ai fini par craquer et par acheter le starter set, en fait, quasiment 2 ans plus tard, donc je me suis quand même retenu pas mal. Et donc, c'est ce starter que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, starter que j'ai joué en tant que joueur, même si j'ai joué une version un petit peu compressée. Mais ça, je vais vous expliquer, on reparlera du scénario. Voilà donc pour mon histoire avec Soulbound, et je vous retrouve maintenant pour ouvrir la boîte et puis vous expliquer tout un tas de choses. On parlera de la maquette, etc., du système et tout ça, tout ça. Et le voilà donc notre starter set pour Soulbound, licencié donc Warhammer Age of Sigmar. Débutez vos aventures périlleuses dans les royaumes mortels. Si on regarde derrière, donc là c'est la boîte, j'ai tout vidé ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose quand même pas mal de choses. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu. Deux livrets notamment, pas mal de personnages pré-tirés, des dés, des tokens, des aides de jeu, etc. Et tout ça pour le prix de 29 dollars US. Moi je l'ai payé à peu près une trentaine de dollars canadiens. Donc ça ressemble pas mal à ça. On a une aventure d'introduction, une cité qui est décrite. On a du contenu, c'est une boîte qui est vraiment assez bien remplie. Si on regarde d'ailleurs, hop, je prends rapidement les dés
Les dés ressemblent à cela, donc c'est des dés assez classiques avec une face un petit peu spéciale, mais il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dessus. Des dés rouges écrits en jaune, donc, je les trouve pas très très beaux, mais ils ont moins le mérite d'être là. Et puis nous avons aussi les fameux tokens, alors qui tiennent par l'opération du Saint-Esprit. Pour vous dire, je ne les ai même pas débunchés, en fait ils se débunchent tout seuls, hein, donc voilà, ils tiennent vraiment par l'opération du Saint-Esprit. Et ces tokens là, en fait, servent de réserve. Vous comprendrez assez vite quand je vous parlerai du système, mais il y a une espèce de réserve. Donc, en parlant de la boîte, avant de s'attaquer à son contenu, quand on l'ouvre, là évidemment je l'ai vidé, mais on peut voir que dans le fond, on a la carte du monde, qui est voilà, un monde dans lequel on ne s'ennuie pas, comme dirait l'autre, avec une contrée qui est toujours en feu, ça a l'air d'être un peu le bordel un petit peu partout, c'est un monde très très fracturé. Alors, les fanatiques de Warhammer Fantasy pourront peut-être me le dire, mais si j'ai bien tout compris, en fait, la fin de Warhammer Fantasy, c'est un énorme cataclysme où il y a beaucoup de disparitions, il y a énormément de choses, il y a des dieux qui meurent, etc. Et puis, en fait, la nouvelle forme du monde pour Age of Sigmar, c'est celle-là. Je sais que ça n'a pas fait que des heureux. Il y a beaucoup de gens qui ont crié parce qu'ils ne voulaient pas voir la fin de Warhammer Fantasy. Et apparemment, ça va bientôt revenir. Mais pour Age of Sigmar, en tout cas, le monde, c'est celui-là. Donc, si j'ai bien tout compris, ça, c'est vraiment en fait le monde de Warhammer Fantasy, mais détruit, quoi, dévasté suite à ce cataclysme. Voilà, donc ça, c'est pour le fond de la boîte. Et puis de l'autre côté, on a ici pas mal de rappels. On a un peu l'équivalent de l'écran. Et justement, en fait, quand vous faites ça, hop, vous mettez votre boîte comme ça en partie, et ça vous fait votre écran de jeu. Je sais pas, une façon que vous voyez bien, voilà, ça vous fait comme ça votre écran de jeu. Alors, je sais que maintenant, on l'a retrouvé notamment dans la boîte de One Ring, on le retrouve dans la boîte Warhammer Fantasy, et en fait, je pense que c'est Cubicle 7 un peu les premiers à avoir fait ce genre de choses, parce que moi, je l'avais vu avant dans la boîte Warhammer, je sais plus si c'est la boîte Warhammer ou la boîte Soulbound que j'ai vu avant, mais quand One Ring V2 est sorti, j'ai fait tiens, ils ont repris le même fonctionnement que Cubicle 7. Donc moi j'attribuerais cette paternité d'écran en boîte à Cubicle, mais après je peux me tromper, je sais pas exactement qui sont les premiers à avoir fait ça. En tout cas, moi je trouve ça génial comme système, surtout que c'est très pratique au niveau comme écran. Enfin, en tout cas, il y a toutes les informations. Bien, j'ai tassé la boîte, maintenant on peut s'occuper un peu de ce qu'il y a dedans. Alors, on a tout d'abord le guide de la cité de Brightspear, qui est une cité dans laquelle on ne s'ennuie pas non plus. Elle a eu une grosse histoire. Cette cité, en fait, c'est une cité qui appartenait à l'ordre, donc on va dire les forces du bien, qui est passée du côté du chaos, contrôlé par les forces de Tzeentch notamment. Et puis, elle est reconquise depuis peu de temps, et il se passe plein de choses. Donc on a une cité qui est en pleine effervescence avec énormément de choses qui se passent. Vous voyez déjà au niveau maquette, on est sur quelque chose de très aéré, très calme en fait, hein, c'est vraiment pas fou. Mais ça fait très bien le travail, ça se lit très vite. Moi j'ai relu l'ensemble du starter hier matin, donc j'ai lu ça en 2h30 à peu près, en prenant des notes, etc. Ça se fait vraiment bien. Et un gros point positif pour ce guide de la cité de Brightspear, c'est que ça donne énormément de matériel pour jouer, c'est vraiment moteur de scénario. Vous lisez ça, il y a des trucs sur les boutiques, sur les PNJ qui s'y trouvent, etc. Et en fait, vous avez des idées de scénario qui viennent un petit peu tout seul. Donc voilà, on est sur quelque chose de très clair avec les encarts qui se lisent bien aussi. Et puis à la fin, on a, hop, ici, voilà par exemple, voilà, des disciples de Tzeentch par exemple, on a des stat blocks, des choses qui sont pas forcément prises en compte dans l'aventure, donc ça vous donne quand même du matériel si jamais vous voudriez rejouer ce scénario, enfin faire des scénarios dans cette cité sans acheter plus loin. Donc on a pas mal de stat blocks de choses, donc là on voit qu'on a quand même, il y a du monde à la maison quoi, on a des stat blocks qui sont très complets. Bon, celui-là il est un peu gros, il y en a des plus petits aussi, hein. Les stat blocks sont très clairs, vous
commencez à savoir que j'aime ça les stat blocks, et honnêtement, ceux-là sont vraiment très clairs, il n'y a pas à se plaindre, on comprend bien ce qu'on nous demande. Une fois que vous avez compris le système, qui est d'ailleurs assez léger, on en reparlera tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc on a pas mal de choses, notamment des petits, voilà, des morts vivants, et puis aussi des Skaven, et ça j'aime bien. Alors là, je vais faire une partie non spoil, hein. Donc si jamais, c'est pas forcément des choses qui sont dans l'aventure, donc ne vous sentez pas spoilé du tout. Voilà, et donc ça conclut notre guide de la cité de Brightspear. Un petit reproche que je lui ferai, un peu le même que j'ai fait sur Hellion notamment, c'est qu'on est sur un livret à couverture souple, mais semi-rigide. C'est quand même très très épais comme carton. Et en fait, ici, j'ai peur qu'à force, ça se décolle un peu comme il m'arrive avec Hellion. Vous voyez, si j'essaie de l'ouvrir, arriver ici, je commence à avoir un peu plus de mal, ça tire pas mal. Bon, c'est un peu normal, d'ailleurs il s'ouvre plutôt bien à force de manipuler. Mais j'ai peur qu'à force, ça se décolle. Après, pour l'instant, RAS, tout va bien, j'ai pas eu de problème avec ça, je l'ai lu 3 fois en tout. Donc ça... c'est juste un... Je m'inquiéterais pour une utilisation très très intensive. Après, on a Faltering Light, qui est donc la lumière vacillante, qui est le scénario en question. Donc là, on n'est plus du tout sur de la couverture semi-rigide, on est vraiment sur souple, voilà, complètement. Alors, celui-là, on en reparlera dans le scénario, mais c'est dans la partie scénario, mais c'est vraiment un gros scénario, et tout est, voilà, la maquette est la même, hein, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas vous le spoiler pour la partie non spoil. Quand j'attaquerai la partie scénario, et bien dans ce cas-là, je vais vous le spoiler méchamment, mais en attendant, voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester jusque là. Ensuite, ici, on peut voir que sur le guide de la cité de Brightspear, on a à l'arrière la carte. Eh bien, on a aussi la carte en détaché comme ça. Donc, on a une partie MJ. Voilà, le MJ, quand il vous fait jouer, il peut conserver sa carte. Et puis, les joueurs, vous pouvez la mettre hop, sur la table. Ce qui fait que c'est assez intéressant, je trouve. Et puis, à l'arrière, on a la carte du monde. Donc, c'est la même carte qui se trouve à l'intérieur de la boîte, dans le fond de la boîte. Donc, ça, c'est assez cool comme petite aide de jeu, je trouve. Voilà, et à l'arrière d'ailleurs du scénario, vous avez encore une fois, on a optimisé complètement l'espace, on a les traits des armes, voilà, ce genre de choses, les conditions qui peuvent vous servir en jeu bien évidemment. Ensuite, ici, on a la feuille de référence pour tout ce qui est sort. Donc on a les différents sorts présents dans la boîte, et puis on a leurs effets, etc. Et puis on a un rappel des règles sur comment lancer un sort, ce genre de choses. Une aide de jeu qui est très pratique. Pareil, encore de l'aide de jeu sur le combat, à savoir qu'on va pas être dans un jeu qui va se jouer très tactique au niveau battle map avec des cases, etc. On va jouer par zone, donc il vous explique tout ça. Mais ça, donc c'est une aide de jeu. Je vous expliquerai évidemment tout à l'heure le système. Encore une fois, aide de jeu concernant le système. Donc là, c'est le système un peu plus général. Donc les tests, etc. Et puis, ici, un petit peu de pub pour l'ennemi intérieur. Et donc ça, c'est l'ennemi intérieur pour Warhammer Fantasy classique. Et puis, ici, le livre de base de Soulbound, qui est bien entendu disponible et qui est très très beau pour l'avoir feuilleté. Il est très très beau, ce petit livre. Ensuite, nous avons voilà, un petit Read Me First où là, on a la présentation générale de ce qu'on joue, etc. Les royaumes mortels, ce genre de choses qu'il y a dans la boîte, comment bien commencer tout cela. Derrière, une feuille de partie, donc de groupe, si on veut noter tout ça. On retrouve encore une fois les feuilles qui s'ouvrent comme ça. Moi je trouve ça vraiment génial. Je comprends pas pourquoi on n'a pas plus de feuilles. Je pense que ça doit coûter un petit peu cher. Mais des blocs de feuilles de personnages qui s'ouvrent comme ça. Ça dépend des jeux bien sûr. Mais comme on avait là dans RuneQuest, moi je trouve ça vraiment bien. Donc ça c'est le Read Me First. Et ensuite donc on a nos personnages pré-tirés. Il y en a pas mal. Hein. Vous voyez voir qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Voilà, moi je jouais cette personne-là, cette sorcière des mers là. Personnage, je l'ai trouvé vraiment génial. Je me suis vraiment super bien amusé. Et puis, alors, ça c'est un personnage un peu spécial. J'en reparle après. Mais voilà pour nos personnages pré-tirés. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un petit peu spécial? C'est que, en fait,
qu'est-ce qu'on joue déjà dans ce jeu? Quel genre de personnes on joue? On va jouer des Soulbound majoritairement, c'est-à-dire des gens qui sont liés magiquement entre eux pour accomplir les volontés divines. Bon, ça c'est le cas de ceux-là. Donc eux en fait ont été liés via un rituel pour accomplir les volontés divines. Et puis cette personne-là est en fait un Stormcast Eternal, donc c'est un champion divin. Moi j'appelle ça une espèce d'ange. Alors ça se trouve, je suis en train de raconter une grosse hérésie pour les fanatiques de Warhammer, mais c'est un espèce de wannabe Space Marine médiéval qui sert directement leur dieu. Donc là, dans ce cas-là, c'est Sigmar. Par exemple, eux, ils ne peuvent pas mourir. En fait, si on les tue, ils viennent à mourir, eh bien, leur âme est renvoyée à Azir dans les royaumes célestes. Ils sont reconfectionnés et ils sont renvoyés ensuite dans les royaumes mortels pour continuer à servir Sigmar. Et donc, il y a un des personnages qui est de ce genre-là, et puis les autres sont des Soulbound, qui sont eux en fait des mortels améliorés, si vous préférez, qui ont accès notamment à l'utilisation du Soulfire, c'est ce qu'on va retrouver ici, avec les jetons, c'est une ressource commune au groupe, et eh bien ils vont pouvoir faire équipe ensemble. J'avais un petit peu peur de ça au début, quand on nous a présenté le monde. Et d'ailleurs, je vais tout de suite en fait faire une première critique, c'est que si on prend le scénario, en fait, ça vous expliquer ce qu'on joue, les Stormcast Eternal et tout, clairement, c'est voilà, ça, c'est ce qui vous explique ça. Y a rien de plus, et ça c'est un petit point négatif, je dirais, parce qu'on comprend, enfin moi personnellement je sais pas pourquoi ceux-là sont liés ensemble et que l'autre non, enfin voilà, c'est un petit peu bizarre, étrange, mais il y a vraiment que ce petit paragraphe là. J'ai eu la chance d'avoir un MJ qui connaissait bien, qui a pu nous expliquer tout un tas de choses sur le comment du pourquoi. Je me souviens plus de tout maintenant, ça fait plus de 2 ans, mais en tout cas c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu étrange. J'avais peur que ça y ait l'effet un petit peu Elric de Melniboné, qui soit vraiment beaucoup plus fort que le reste du groupe. Et finalement, en partie, oui, ça s'est senti un petit peu. Cette personne-là est un petit peu à part, mais grâce à l'utilisation de talents, etc., de ces personnages-là, donc des Soulbound, eh bien, on en vient quasiment à égalité. En tout cas, j'ai trouvé moi pendant une partie de test. Alors peut-être qu'il y a des gens qui jouent plus souvent, pourront peut-être me confirmer ou m'infirmer, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez bien balancé quand même dans l'utilisation. Donc les Stormcast Eternal peuvent avoir aussi des compétences, et puis les Soulbound en ont d'autres. Voilà. Alors, déjà, une première remarque, quand on regarde un petit peu les profils des personnages, enfin les images, c'est beau, hein. Moi j'aime bien, en tout cas je trouve ça très beau. J'ai vraiment adoré ma sorcière des mers là. Mais on peut voir déjà que c'est une fantasy qui est un petit peu gonzo, quoi, qui veut en faire beaucoup. On voit par exemple le nain, il a une espèce de ballon, il peut flotter dans les airs, balancer, mitrailler les ennemis et tout. Donc bon, c'est pas une fantasy qui est très... on n'est pas du tout dans le Warhammer classique de Grim Imperius. Là on est juste dans le Imperius. On est dans quelque chose de vachement plus orienté action et vachement plus nerveux. Mais voilà. Ensuite, si on regarde un petit peu à l'intérieur des fiches, hop, hop. Alors, ce qu'on peut voir, ça c'est notre fiche de personnage. On a tous nos talents et nos caractéristiques. Il y a 3 caractéristiques et je vous explique après. Notre équipement, les talents, donc les choses qu'on peut déclencher, nos habilités de combat, les attaques qu'on peut faire. Et puis ici, sur le côté gauche, on a l'histoire un petit peu de notre personnage, très rapidement. Et puis ici, en fait, on a Connection, on peut choisir en fait les relations qu'on a avec d'autres personnages, donc on peut choisir une relation, une connexion. On peut aussi choisir le secret du personnage, ça je trouve ça assez cool comme façon de faire, parce qu'en fait c'est un personnage pré-tiré, mais vous pouvez quand même un petit peu modifier certaines affaires et donc orienter votre roleplay de différentes façons. Et puis on a aussi le but à choisir du personnage. Ensuite ici on a un petit rappel des règles, voilà, avec notamment l'initiative qui est fixe, ce genre de choses. Et ça je trouve ça vraiment cool. C'est une feuille de personnage qui est très claire, et vraiment en partie, sans jamais connaître le jeu, en 5 minutes on avait compris comment ça se jouait. Et d'ailleurs je vais vous expliquer tout de suite un petit peu comment ça se joue pour le système de base.
Nous voilà donc rendus dans la partie système de jeu, et avant de vous parler plus en avant des jets de dés en soi, eh bien laissez-moi déjà vous parler du livre de règles, qui est en fait le livre d'aventure, parce qu'il n'y a pas de livre de règles, en fait c'est un jeu, enfin c'est un starter dans lequel vous avez les règles en même temps que l'aventure. Je vais être tout à fait franc avec vous, je déteste ça, je n'aime vraiment pas du tout, je trouve ça vraiment chiant de s'y retrouver en fait si on veut apprendre les règles. J'aime bien avoir mes règles avant de jouer la partie, mais je peux comprendre ce découpage parce que, eh bien, quand on joue l'aventure pour un MJ débutant notamment, ça peut être pratique d'avoir le livre d'aventure et puis de se retrouver tac là où on a besoin avec l'encart pour les jets qu'on a besoin de faire. Moi, je trouve ça dommage parce que dans en fait tout ce qui est index, eh bien, on n'a pas de référence aux règles, donc pour s'y retrouver, c'est un peu compliqué quand on ne sait plus gérer telle ou telle affaire, c'est un petit peu chiant. Mais écoutez, dans l'ensemble, c'est quand même bien expliqué. Donc tout va bien. Et ça se passe comme ça. Alors, je vais éviter de spoiler pour l'instant, mais si on voit par exemple ici, c'est juste la page d'après, je crois. Voilà, ici on a par exemple tout ce qui est attaque. Donc on a carrément une page pour la résolution des actions, machin. Donc ça c'est notre livre de règles. Mais heureusement c'est pas un système de jeu qui est très compliqué, c'est un système de jeu qui met en avant l'action et tout ce qui s'ensuit. Alors on va reprendre notre feuille de personnage de notre très cher Darash et on va voir un petit peu tout ça. Alors vous voyez ici en Karak, il a Body 3, Mind 4, Soul 1 par exemple. Et on voit ici dans ses skills, il a des carrés qui sont grisés, des diamants qui sont grisés, etc. Ce que ça veut dire en fait, c'est que par exemple, si on me demande de faire un jet de body et de beast handling, eh bien, je sais pas moi, il y a une bête qui s'affole et j'essaie de maîtriser la bestiole, eh bien, je vais pouvoir assembler une poule de dés, donc ça se joue qu'avec des D6, je les ai sortis de leur petit sachet d'ailleurs. Vous voyez, hop, donc 3 parce que j'ai 3 en body. Je rajoute un dé parce que j'ai un carré de beast handling. Et donc ça va être ma poule de dés. Ok. Ensuite, pour savoir un petit peu combien je dois faire et sur combien de dés, on va regarder la difficulté. Alors, les difficultés dans ce jeu contiennent deux éléments. En fait, on va avoir par exemple 4 2.1. Ce qui veut dire que je dois faire minimum 4 sur un minimum de 1 dé. Ça peut être 3 2.2. Donc minimum 3 en termes de chiffres, sur un minimum de 2 dés. Ok, donc je vais assembler ma poule, je vais l'acheter, et on voit ici, j'ai 5, 4, 4, 1. Ok, donc si c'était un 4 2.2, ça veut dire donc que j'ai 3 succès. Parfait, mon action est réussie, puisque c'était un 4 2.1. Donc mon action est réussie. Super. Ensuite, ce que je peux faire, imaginons que c'était une difficulté de 5 2.2. On voit que j'ai un succès, j'ai un 5, mais par contre j'ai 2 4 et je n'ai pas de deuxième 5. Et donc dans ce cas-là, mon action sera un échec. Par contre, ce que je peux faire, comme j'ai un diamant en Beast Handling qui est grisé, donc j'ai un focus, je peux décider de donner un point supplémentaire à ce dé-là, et dans ce cas-là, boum, ça devient une réussite puisque j'ai 2 succès et il m'en fallait 2 pour réussir mon action. Donc dans ce cas-là, tout va bien, j'ai réussi mon action. Ça, c'est pour la partie donc Karak plus skills. Ensuite, vous voyez, on a ici une petite information. On a le metal. Alors le metal, ça vous permet de déclencher certaines choses, déclencher des talents notamment. Donc vous avez plusieurs choses. Vous pouvez déclencher des talents, vous pouvez agir, vous pouvez décider de déclencher des réussites et tout. Et puis en dernier recours, on a aussi le Soulfire. Alors le Soulfire, c'est une ressource qui est partagée entre tout le groupe. Et eh bien, je peux demander au groupe d'utiliser cette ressource-là. Donc, par contre, ça ne marche qu'avec les Soulbound. Les Stormcast Eternal n'ont pas accès à cette ressource-là. Donc, je peux demander au groupe de prendre une des ressources de Soulfire pour rejeter mes dés, par exemple. Voilà, donc ça, on peut faire pas mal de choses avec ça. Évidemment, tout est expliqué là-dedans. Et puis voilà. Par contre, quand on utilise du Soulfire, eh bien le MJ lui il récupère du chaos. Et donc le chaos, eh bien le MJ peut s'en servir de son côté pour déclencher d'autres effets.
Moi j'aime beaucoup ce genre de système d'échange entre MJ et joueurs où eh bien, on peut assez foutre la merde en essayant d'accumuler des bonus. Voilà, moi j'aime bien ça. Et un dernier point sur le système, eh bien, c'est la partie combat. C'est la partie que j'ai trouvé un petit peu plus compliquée à comprendre, même si au final ça ne change vraiment pas grand chose. Et d'ailleurs, c'est expliqué là. Mais en fait, vous avez ici vos différentes habilités. Donc là, c'est le corps à corps. Ici, c'est la distance. Et là, c'est la défense. Ok. Vous avez ici différents grades. Ok. Extraordinaire, superbe, great, good, average et poor. Donc là, on voit que par exemple, je suis average en attaque à mêlée. Donc si j'essaie d'attaquer quelqu'un, ça va être comparé à sa défense. Si on a exactement la même chose, eh bien ma difficulté, c'est ce qu'on va regarder là, ça va être 4 2.1. Donc là, dans ce cas-là, je vais devoir faire minimum un 4 sur un dé. Ok. Et on voit ici, si j'essaie de l'attaquer avec mon arme à distance, on voit que je suis good si lui il est average en distance, et bien dans ce cas-là, ma difficulté va être de 3 2.1. Voilà. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est la partie un petit peu. On a un petit peu moins l'habitude de ça. Et ah oui, et il y a une dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est avantages, désavantages, ça existe aussi pour ce jeu. En fait, c'est assez intéressant. Si on a une difficulté de base, par exemple de 4 2.1, si j'ai avantage, en fait la difficulté va être de 3 2.1. Donc je vais devoir faire minimum un 3 sur un dé. Et puis si j'ai des avantages, et ben dans ce cas-là, on va rajouter un point à la difficulté. Donc j'étais à 4, et je vais donc passer à 5. Donc ma difficulté va être de 5 2.1. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué. J'espère que je suis pas trop, comment dirais-je, brouillon dans mes explications. J'essaye de faire complet, concis aussi. Mais en tout cas, voilà comment ça se joue. Et honnêtement, en 5 minutes en partie, vous avez compris comment ça se joue. Et il n'y a vraiment aucun problème. C'est un jeu qui met quand même vachement l'emphase sur l'action et on perd pas de temps. Donc c'est assez cool. Vous êtes bas de niveau hein, dans le starter et vous pouvez déjà faire des trucs assez fous. Moi, je sais que ma sorcière des mers, là, je l'ai trouvée vraiment, vraiment très très cool. Elle avait des pouvoirs qui étaient super chouettes. On a un nain qui peut voler avec un ballon et qui arrose tout le monde, qui peut déclencher des trucs très cool. Donc on se sent déjà super héroïque dès l'entrée du jeu. C'est un jeu qui est vraiment très très orienté, très héroïque. On n'est pas du tout dans un copier-coller de Warhammer Fantasy classique. Pas du tout. Et ça va très vite. Par exemple, l'initiative, elle est fixe. Donc si par exemple, je sais pas, hein, mais si Imren, elle a une initiative de 5, elle agira toujours avant Darash qui a une initiative de 4 et ça ne bougera jamais. C'est simplement comparé en début de combat aux ennemis. Donc si un ennemi a 3, et ben, il agira après Darash. Si l'ennemi a 6, il agira avant, etc. etc. C'est assez orienté rapidité, notamment aussi au niveau des actions. Quand c'est votre tour de combat, eh bien, il n'y a pas de plusieurs actions, vous avez une seule action. Vous devez choisir quoi faire. Vous pouvez dépenser quand même votre metal pour rajouter une nouvelle action. Donc encore une fois, ça rajoute un petit côté super-héros. Et puis voilà, honnêtement, ça se joue très très bien, ça va très très vite et c'est très très cool. C'est très très cool comme ça. Voilà donc pour la partie système. Je vous propose maintenant d'attaquer la partie critique du scénario. Parlons maintenant de ce scénario Faltering Light. Alors, pour les gens qui aimeraient jouer cette aventure en tant que joueur, je vous conseille de partir et d'aller voir au pire ma critique à la fin. Mais pour les autres, eh bien, on est parti. À partir de maintenant, je vais spoiler le scénario. Vous êtes prévenus. Donc, Faltering Light, c'est le scénario qui accompagne le starter. Et pour moi, c'est le point faible du starter, même si il n'est pas inintéressant. Il y a quand même une déception parce qu'en fait le scénario est un dungeon crawler que je trouve un petit peu décevant puisqu'on nous présente cette ville de Brightspear, on la voit en fait quand on arrive à bord d'un vaisseau volant et on arrive en ville donc on voit cette ville etc. On a tout un livret qui nous décrit la ville mais ça ne sert à rien dans l'aventure qui est inclus parce que en fait eh bien, on arrive à bord du bateau volant dans la grande tour de la ville. On est accueilli par des Stormcast Eternal. Ils nous emmènent dans les bas-fonds de la tour. Et puis à partir de là, on nous dit, voilà, on a une porte de royaume à réactiver. Donc en fait, c'est une porte de téléportation si vous voulez.
on aimerait bien la remettre en route, mais on comprend pas trop comment ça marche, et il faudrait aller voir dans l'Undercity, donc ce qui se trouve en dessous de la cité, pour aller réactiver tout ça. Attention, c'est dangereux, et puis attention à votre guide aussi, c'est peut-être un traître. Ok, donc à partir de là, tout va bien. Et donc, toute l'aventure se passe sous la ville, donc tout ce qu'on nous a décrit dans le deuxième bouquin ne sert à rien pour le scénario d'introduction. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et c'est une succession de rencontres qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. C'est pas inintéressant non plus parce qu'il y a quand même des trucs assez sympas à faire, à découvrir dans cette Undercity, puisqu'on est dans une ville qui a été reconquise récemment. Donc on a encore des adorateurs de Zench qui se trimballent. On a une espèce de climat de suspicion et un peu de paranoïa qui se met en place avec le guide qu'on nous décrit comme étant peut-être un traître. Et en fait, spoiler alert, il y a bien un traître dans l'histoire. C'est peut-être pas le guide. Et en fait, je dis bien peut-être parce que vous allez choisir en tant que MJ, vous allez choisir qui est le traître. On vous présente pas mal de PNJ. Et parmi ces PNJ-là, il y a un traître à choisir. Et ça, je trouve ça super. Je trouve ça super parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes impacts. Il y a des traîtres qui vont être plus faciles à contrer que d'autres, etc. Ils sont plus ou moins haut placés. Et donc, vous allez découvrir pas mal de choses dans cette Undercity. Réactiver en fait la machine des âmes, parce que cette porte de royaume vous permet de voyager au travers des Mortal Realms, mais pour ce faire en fait elle aspire des âmes, les âmes des défunts, et donc il y a toute une machine à remettre en route. C'est un petit peu hardcore quand même, mais bon, c'est comme ça. Et donc, une fois que vous avez remis la machine en route, vous remontez près de la machine, et là, c'est la cata, parce qu'en fait, tout cela était une machination de la part des adorateurs de Zench, et il y a un démon assez important qui est en train d'arriver, et vous devez le combattre, vous devez combattre ces adorateurs, vous devez combattre tout ça, désactiver les machines afin de fermer la porte avant que le démon soit là. Et un point que j'aime bien quand même dans ce scénar, c'est que c'est là où le traître est révélé et que tout se met en route. Comme je vous disais, suivant le traître, ça va pas se passer de la même façon. Et puis aussi, il y a possibilité d'échouer. Il y a possibilité que le démon arrive à traverser, finisse par traverser. Ça prend quelques tours, mais quand même, c'est une forte possibilité. Et donc, ce démon, quand il débarque, c'est vraiment la catastrophe. Mais il y a aussi la possibilité de fermer, et dans ce cas-là, la situation est sauvée pour le moment. Et c'est quand même un scénario intéressant. Je dis que c'est un peu le point faible parce que j'aurais aimé que ce soit un scénario qui se passe dans la ville qu'on nous décrit, mais c'est pas le cas. Mais comme je disais, il a quand même plein de qualités. Et notamment, il a cette... Quand je regarde le jeu, juste les illustrations, juste en lisant rapidement, je me dis que c'est un jeu de baston, mais qui n'est pas forcément très sombre ou ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que l'ADN Warhammer Fantasy, elle est encore là. Parce que, il y a cette espèce de traître, on nous dit de nous méfier de notre guide, on ne sait pas trop à qui on peut faire confiance, etc. Et puis, il y a quand même cette machine qui, pour voyager au travers des différents royaumes, il faut aspirer les âmes des défunts. Donc, il y a quand même ce côté un petit peu dark et un petit peu paranoïaque et oppressif, je trouve, oppressant même, dans toutes ces situations, qui moi m'a plu. Donc c'est pour ça que c'est quand même un scénario que je trouve assez intéressant. Mais pour des gens qui aimeraient en savoir plus sur cette ville, je conseille de faire un scénario qui se passe à Brightspear et d'aller voyager dans cette ville qui est quand même, faut bien l'admettre, qui recèle pas mal de choses. Voilà. Donc voilà pour le scénario. Comme ça se joue assez vite, nous on l'a fait donc en 3 heures. On a quand même galopé, mais le MJ c'est quand même bien sorti. À la fin, c'était vraiment une succession de rencontres, mais ça restait intéressant, et le système de jeu étant aussi assez rapide, ça y allait quand même. Mais on l'a fait en 3 heures. Je pense que si on est sur un rythme normal, dans une partie normale, je dirais une grosse soirée, prévoyez un minimum de
4 heures. Et sinon en 2 soirs, si vous avez le temps, faites-le en 2 soirs et ce sera très bien. Les groupes qui pourraient vraiment prendre leur temps et qui voudront en savoir plus, etc., peuvent aller jusqu'à 3 soirs, mais à mon avis, en une grosse soirée ou 2 soirs, et c'est réglé. Voilà en ce qui concerne le scénario, et je vous propose de passer tout de suite à la conclusion. Avant la vraie conclusion, j'aimerais déjà commencer par un petit pour qui pourquoi. Parce qu'on pourrait se demander, est-ce que ce starter est destiné seulement aux ultra fans de Warhammer et de Games Workshop et compagnie, ou d'Age of Sigmar en général? Eh bien, d'après moi, non, pas du tout. Honnêtement, un rôliste qui n'y connaît rien, comme moi, à Age of Sigmar, peut tout à fait acheter le starter et comprendre de quoi il en retourne et s'amuser avec ce starter. Tout comme je pense qu'un débutant complet en jeu de rôle peut aussi acheter ce starter et s'amuser avec. Il n'y a aucun problème. Je dirais juste, vraiment, les 2 grosses critiques que j'aurais à lui faire, c'est la mise en contexte. Moi, j'ai eu un peu de mal, si j'avais pas eu ce MJ qui nous a expliqué beaucoup de choses, j'aurais eu un petit peu de mal à comprendre un petit peu ce que je fous là. C'est-à-dire qu'on a un paragraphe pour nous dire, voilà, vous jouez des gens qui sont liés magiquement et qui défendent les dieux de l'ordre et du bien. Ok, d'accord, mais pourquoi, comment, ça j'ai un peu de mal à comprendre. Pareil pour les Stormcast Eternal, c'est un petit peu, c'est balancé là comme ça, entre la poire et le fromage, mais à part ça, tout est bien expliqué, tout est cohérent. Le fait que le système soit dans le scénario, moi j'aime pas, mais ça se fait de plus en plus et je peux comprendre que les gens aiment bien. Donc c'est pas une critique que je peux lui faire, honnêtement. Même si j'aurais préféré que les règles soient à côté, il n'y a vraiment pas de question là-dessus. Et puis la deuxième critique que je peux lui faire, eh bien, c'est le scénario que je trouve pas inintéressant, mais un petit peu décevant de là où il se passe. Je vais pas re-spoiler, puisque les gens qui ne voulaient pas se faire spoiler ne veulent pas se faire spoiler. Voilà, le scénario est intéressant, mais décevant sur sa localisation. C'est juste ça mon point. Ensuite, par contre, honnêtement, c'est que du tout bon. Je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu de rôle et qui veut débuter, démarrer, je peux lui conseiller d'acheter ce starter. Parce qu'il ne coûte pas très cher, hein. Je veux dire, on est à 10$ de plus que le starter, l'essentiel de Wizards of the Coast, par exemple. Donc, ça coûte pas très cher à commencer. C'est rempli de matériel. Il y a tout pour commencer, même plus encore. Vous pouvez vraiment faire vos aventures à l'intérieur de cette cité, machin. Vous avez un bestiaire qui est quand même... Il y a quand même des choses à faire, surtout si on combine le bestiaire de la cité et le bestiaire de l'aventure. Eh bien, on a quand même quelques créatures et de quoi s'amuser, on va dire. Voilà, donc ça c'est cool. Le système, il est facile à prendre en main. Il est cohérent. C'est un système aussi qui se veut orienté action. Donc par exemple des gens qui viendraient plutôt du jeu vidéo, des choses comme ça, ou même du wargame, ne seront pas perdus non plus. C'est un système qui est quand même assez très très héroïque, on va dire. Donc voilà, il n'y a que du tout bon. J'aimerais quand même apporter un point d'ailleurs sur le système que je n'ai pas abordé jusque-là. Je trouve que c'est un système qui est très bien aussi. Si on s'arrête juste à la base, voilà, c'est un système pour taper, quoi. C'est un système un peu bourrin. Mais si on réfléchit un petit peu, c'est aussi un système qui encourage vachement le roleplay, l'interaction entre les joueurs et je dirais même le drama. Alors, je ferai très certainement la critique du livre de base de Soulbound, mais je trouve que ce qui transparaît dans ce starter, c'est qu'avec les Soulfire, où il faut un petit peu s'ouvrir aux autres pour en regagner, etc., il faut vraiment partager. Je trouve que, il y a possibilité d'avoir un élément un petit peu plus profond que juste c'est un système de bourrin, et ça, moi, j'aime beaucoup. Même si, attention, ce que je vous dis là sur le Soulfire, c'est vrai, mais ça ne se trouve pas dans le starter. J'ai dû aller faire des recherches sur internet pour savoir comment on en regagnait, parce que je ne trouvais pas les règles dans le starter. Vous avez vraiment juste la base qui est comment les dépenser, mais pas vraiment comment en regagner. Et d'après mes recherches sur internet, il y a pas mal de façons, mais la plus simple, c'est d'échanger avec le groupe, de créer du lien, etc. Mais là, je sors un petit peu du starter, ça ne se trouve pas dedans. Attention. Donc voilà pour le pour
expliquer pourquoi. Et maintenant, en conclusion, donc, est-ce que je vous encourage à acheter ce starter? Eh bien, ça dépend. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, oui, tout à fait, vous pouvez y aller. Je sais qu'il va y avoir une VF de prévue par Chaos Project. Alors, je suis pas sûr pour le starter, mais en tout cas, je sais pour Soulbound en général. Je ne peux décemment pas vous encourager à acheter des choses chez Chaos Project, mais pour ceux qui ne peuvent vraiment pas avoir accès à la VO parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais, vous y aurez normalement accès en VF via Chaos Project. À voir l'état dans lequel ça sortira, mais bon, à ce qui paraît, dernièrement, il s'améliore. Alors laissons-leur une chance. Et puis on verra bien. Donc voilà pour Soulbound aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, commenter, liker aussi. Et puis nous rejoindre sur le Discord. Voilà, si jamais vous avez des questions à poser, que vous demandez certaines choses, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On discute beaucoup, on échange entre nous. Et puis écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. La prochaine fois, on se verra pour... alors, pas un jeu, la prochaine fois on ira du côté lecture. J'ai envie de lancer une émission Lison où je vais prendre des bouquins et voir un petit peu ce qu'on pourra en faire en termes de jeux de rôle, ou des bouquins qui vont avoir leur jeu de rôle ou qui l'ont déjà. Voilà, donc ça on en parlera la prochaine fois pour un nouveau type d'émission. Et le prochain jeu dont on parlera, eh bien, ce sera Café Noir édition Venti de Doc Dandy, un jeu d'enquête pour jouer dans du film noir. Voilà pour moi aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!